Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à un Néandertalien ? Même si la perception de ces humains anciens a radicalement changé au cours des dernières décennies, il est encore probable que ce mot soit synonyme de brute, d'êtres primitifs, traînant les jointures comme des singes. L'image classique de Homo neanderthalensis, le néandertalien, est celle d'un sauvage idiot brandissant une massue colossale qu'il utilise pour assommer ses compagnons de tribu sur la tête. La culture populaire du XXe siècle regorge de ces représentations, et le grand public du monde entier a fini par considérer le néandertalien comme un monstre, un sous-humain, plus singe qu'homme. La réalité est tout autre. L'Homo neanderthalensis était en réalité aussi humain que vous et moi. Ils avaient des vies complexes. Ils ont créé de la musique et de l'art. Ils étaient très intelligents. Et ils se sont même croisés avec nous, les premiers Homo sapiens. C'est exact, il est plus que probable que votre acide désoxyribonucléique contienne celui des Néandertaliens qui parcouraient une grande partie de l'hémisphère nord à la fin de l'époque du Pléistocène. Ces premiers humains étaient simplement des hommes et des femmes. Bien qu'ils appartenaient à une espèce différente de celle de nos ancêtres, ils étaient tout aussi humains que vous et moi, simplement à leur manière. Évidemment, il n'y a plus de Néandertaliens vivants aujourd'hui. Mais nous savons qu'ils ont coexisté avec nos ancêtres. Alors, qu'est-il advenu d'eux ? Où sont-ils tous passés ? Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions et à bien d'autres en examinant en profondeur Homo neanderthalensis, certains de nos plus proches cousins dans le monde des hominidés. Nous étudierons de nombreux aspects de la vie des Néandertaliens. Leur culture, leur mode de vie, leur évolution et leur apparence. Rejoignez-nous. Alors que nous entreprenons un voyage fascinant dans la vie, les amours et l'héritage de Homo neanderthalensis, les Néandertaliens. Homo neanderthalensis est apparu sur la scène il y a entre 315 000 et 430 000 ans. Les études ne sont pas encore complètes quant au moment exact où les premiers Néandertaliens ont commencé à évoluer, mais il semble qu'ils aient dû commencer à apparaître progressivement au cours de cette période, ce qui représente une toute petite étape à l'échelle géologique de la vie. Imaginez l'échelle de temps géologique de la planète Terre sur une frise chronologique couvrant une année entière. L'aube des temps correspond au 1er janvier et le moment présent au 31 décembre. Les Néandertaliens sont apparus et ont disparu en l'espace d'1 à 2 minutes environ à cette échelle. Nous sommes bien plus proches d'eux que vous ne pourriez le penser. Le Néandertalien moyen aurait été visiblement différent de l'Homo sapiens avec qui il partageait la planète. À première vue, il aurait été difficile de distinguer ces hommes et ces femmes de ceux de notre propre espèce. Une rencontre rapprochée aurait sûrement permis de les identifier. Le Néandertalien moyen était plus petit et plus trapu que l'Homo sapiens moyen. Ils étaient les plus robustes pour résister aux éléments de l'âge de glace, avec des bras et jambes plus larges. Leur torse était en forme de tonneau, avec des côtes épaisses et courbées et un bassin large, pour mieux s'adapter à ce mode de vie difficile. Le visage d'un néandertalien était aussi facile à distinguer de celui d'un humain moderne. Leurs arcades sourcilières étaient plus proéminentes que les nôtres, leur menton était droit et court, leur front légèrement incliné et leurs nez étaient larges, épatés et plats pour aider à filtrer l'air froid. Les Néandertaliens étaient bien mieux adaptés au climat froid et glacial de l'hémisphère nord. Et c'est justement là qu'ils vivaient.
Les Néandertaliens étaient originaires d'Eurasie jusqu'à il y a environ 40 000 ans, lorsqu'ils ont commencé à disparaître mystérieusement des archives fossiles de l'époque. D'importantes populations de Néandertaliens étaient concentrées en Europe de l'Ouest, notamment dans la péninsule ibérique, en France et en Allemagne. L'Allemagne en particulier est un site remarquable pour les fossiles de Néandertaliens, et de nombreuses populations ont été mises au jour dans la région. De petites populations de Néandertaliens ont même réussi à atteindre les îles britanniques, où elles ont prospéré aux côtés de nos premiers ancêtres pendant un certain temps. À mesure que l'on se dirige vers l'Est en Asie, les populations de Néandertaliens deviennent de plus en plus rares en approchant de l'Asie centrale, mais l'espèce a prospéré dans le nord froid, jusqu'en Sibérie, vers la mer Baltique et la Scandinavie. Des populations de Néandertaliens sont effectivement connues dans des climats plus chauds, d'Asie centrale et du Moyen-Orient, mais les Néandertaliens s'en sortaient mieux loin de ces climats plus chauds, préférant les vastes steppes, la toundra et les plaines, ainsi que la mégafaune aujourd'hui disparue qui vivait à leur côté. L'habitat principal du Néandertalien était la steppe à mammouth, le biome le plus vaste et continu de la planète Terre. Caractérisé par une abondance de graminées, des zones boisées, clairsemées et d'immenses mammifères du Pléistocène, la steppe à mammouth est l'environnement que nous associons le plus à l'âge de glace. Elle couvrait une large part du territoire de l'homme de Néandertal. Depuis la péninsule ibérique occidentale, en passant par la côte orientale de la Russie, elle s'étendait même jusqu'au Canada. À mesure que la Terre a commencé à se réchauffer vers la fin du Pléistocène, la steppe à mammouth a disparu, tout comme beaucoup de ses habitants. Le cycle de vie de l'homme de Néandertal ressemblait à celui des humains modernes. On suppose que, tandis que des espèces ancestrales comme Homo habilis et Homo erectus atteignaient généralement la maturité très rapidement, des espèces plus récentes comme Homo neanderthalensis et Homo sapiens ont choisi de retarder leur maturité à un âge plus avancé, afin de permettre à leur cerveau de se développer davantage. Ainsi, il est probable que les hommes de Néandertal et les humains modernes atteignaient la maturité à un stade similaire de leur vie. Leur période de gestation était probablement très similaire et les femmes atteignaient généralement la ménopause à un âge comparable à celui des femmes modernes. Ces caractéristiques coïncident qui ont sans doute poussé les Néandertaliens à se croiser avec Homo sapiens. Les Néandertaliens étaient, dans l'ensemble, parfaitement adaptés à leur environnement. Leur corps en forme de tonneau et leurs membres robustes et épais leur conféraient une grande force physique et une résistance aux éléments, qu'il s'agisse du froid glacial ou des attaques de puissants mammifères mégaphoniques. Leur grande taille et leur petite stature les auraient aidés à mieux conserver la chaleur corporelle que Homo sapiens, ce qui leur a permis de peupler des régions plus au nord que nos ancêtres, les aidant ainsi à éviter la concurrence pour la nourriture. Leurs nez, larges et plats, auraient permis de bien filtrer l'air froid, et l'espèce aurait trouvé beaucoup plus facile de respirer dans les régions nordiques glaciales de l'Eurasie. Lorsqu'on le met noir sur blanc, il semble que les Néandertaliens étaient bien mieux adaptés à la vie sur la toundra glaciale que nous, Homo sapiens. Mais l'existence du Néandertalien jusqu'à nos jours n'était pas destinée à se produire. Il y a un peu moins de 500 000 ans, les Néandertaliens ont commencé à apparaître dans les archives fossiles à travers l'Eurasie. Homo heidelbergensis, un descendant de Homo erectus, qui prospérait durant l'époque du Pléistocène moyen à travers l'Europe et possiblement l'Asie et l'Afrique, était l'espèce qui allait donner naissance à Homo neanderthalensis à cette époque.
Beaucoup de confusions et de débats persistent encore quant au moment exact où les Néandertaliens sont officiellement apparus sur la scène. Mais il semble que ce soit cette espèce et à peu près à cette époque que la balance ait commencé à pencher vers Homo heidelbergensis, devenant une nouvelle espèce intelligente, se séparant en deux directions différentes. Une branche d'Homo heidelbergensis se séparerait pour devenir Homo neanderthalensis, tandis qu'une autre prendrait une voie différente, évoluant pour devenir Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Encore une fois, les experts ne sont pas 100% certains de ce qui a exactement provoqué cette séparation taxonomique. La principale théorie est que l'isolement géographique a joué un rôle, comme cela avait été le cas lors de la séparation d'Homo habilis en Homo erectus des millénaires auparavant. Les scientifiques proposent donc une population d'Homo heidelbergensis, à l'époque où les Néandertaliens ont commencé à apparaître, ait été isolée par une barrière géographique, en l'occurrence un événement de glaciation massive. En s'adaptant avec succès à ce nouvel environnement, au lieu de succomber au climat rigoureux, la population a commencé à changer. Ils sont devenus plus trapus et plus semblables à l'humain sur le plan visuel. Ils ont commencé à se reproduire, à former des communautés et à adopter ce nouveau mode de vie glaciaire comme étant celui qu'ils privilégieraient, et ils sont devenus connus comme une nouvelle espèce, les Néandertaliens. Les Néandertaliens, une fois adaptés à leur nouveau foyer, ont alors pu s'étendre, conquérant de nouveaux territoires à travers les vastes contrées sauvages du nord de l'Eurasie. Au fur et à mesure qu'ils évoluaient et prospéraient, ils sont devenus plus intelligents, maîtrisant la puissance de nouvelles technologies puissantes, telles que le feu, les armes et les vêtements. Ils allaient croiser toute une série de nouvelles créatures avec lesquelles ils pouvaient à la fois interagir et chasser. De nouvelles espèces humaines, comme nous, et les désormais disparus Denisoviens, Homo denisova. Les nouvelles espèces de mégafaunes, dont certaines étaient également récemment apparues à la suite de la glaciation, étaient des cibles de choix pour cette nouvelle technologie de chasse puissante, et les Néandertaliens ont prospéré sur ces steppes pendant des milliers d'années. Nous avons de nombreuses preuves qui sont convaincantes que les populations d'Homo neanderthalensis ont coexisté et interagi avec d'autres espèces humaines. Après l'évolution des Néandertaliens et leur expansion à travers les continents du Nord, ils ont commencé à rencontrer d'étranges créatures qui leur ressemblaient presque. Des humains plus grands, plus élancés, avec des visages plus anguleux et des capacités de communication plus complexes, se trouvaient-ils plus au sud. C'étaient les premiers membres de sa propre espèce, Homo sapiens. Alors que les Néandertaliens commencèrent à conquérir l'Est, ils auraient aperçu de temps en temps une créature qui leur ressemblait peut-être davantage. Les Denisoviens, ou Homo denisova, un taxon mystérieux et controversé qui était peut-être ou non une espèce à part entière, peuplait ainsi les régions nordiques de l'Arctique et de la Sibérie et une grande partie de l'Asie de l'Est. C'est incroyable de penser à la façon dont ces premières rencontres ont dû se dérouler. Qu'est-ce qui aurait bien pu traverser l'esprit du premier Homo sapiens lorsqu'il a découvert que d'autres espèces intelligentes apparaissaient dans les steppes? Les ont-ils reconnus comme différents? Et les Denisoviens? Nous ne pouvons même pas dire avec certitude à quoi ressemblait cette espèce en cette année. Alors imaginez ce que les Néandertaliens ont dû penser lorsque leurs groupes familiaux se sont entremêlés pour la première fois. Ce que nous savons, c'est que beaucoup de ces interactions étaient probablement non conflictuelles. Bien au contraire. Il existe des preuves substantielles que Homo neanderthalensis et Homo sapiens se sont croisés, et cela à de nombreuses reprises.
Ces preuves les sont accablantes de nos jours, maintenant que les scientifiques ont séquencé le génome de plusieurs races et espèces humaines. Tous les génomes non subsahariens au sein de l'espèce Homo sapiens, par exemple, contiennent de l'acide désoxyribonucléique néandertalien. Ceci est particulièrement marqué chez les Européens et les Asiatiques modernes, ce qui coïncide avec les territoires historiques des Nederland historiques des Néandertaliens. L'humain européen moderne moyen est composé de 1,8 à 2,4% d'acide désoxyribonucléique néandertalien et l'humain asiatique moderne moyen est composé de 2,3 à 2,6% d'acide désoxyribonucléique néandertalien. Le croisement de ces deux espèces n'est pas qu'une théorie. C'est un fait scientifique solidement prouvé. Des familles interspécifiques et peut-être même des groupes ont pu exister à travers les steppes du Pléistocène tardif, des scénarios fascinants où des enfants hybrides étaient accompagnés de parents issus à la fois de Sapiens et de Néandertalensis. Encore une fois, on ne sait pas à quel point ces occurrences tétratéiques fréquentes, mais pour que les humains modernes contiennent des traces notables d'acide désoxyribonucléique néandertalien dans leur génome, cela devait être plus courant qu'on ne le pense. Il subsiste également, bien que de manière plus clairsemée, que les Néandertaliens se sont croisés avec les Denisoviens qu'ils ont rencontrés sur le continent asiatique, en Sibérie et vers le centre. Une chose que l'on peut discerner en comparant Homo sapiens à Homo neanderthalensis, c'est que la technologie humaine était finalement plus avancée que celle des Néandertaliens. Ce n'est qu'une théorie qui a été avancée pour justifier la disparition des Néandertaliens. Peut-être qu'ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser. À mesure que le nombre d'humains augmentait, les populations de Néandertaliens ont peut-être diminué, tandis que Homo sapiens utilisait ses outils et ses connaissances sous combustion pour conquérir de plus vastes étendues de terre. Les territoires ont sans doute commencé à se chevaucher, et bientôt les deux espèces se sont retrouvées en concurrence pour survivre. Cette théorie conclut que les humains, grâce à leur technologie supérieure, ont fini par survivre à leurs cousins néandertaliens. La première chose que l'on peut dire sur le mode de vie d'un néandertalien, c'est que ce n'était pas une vie facile. Ces hommes et ces femmes menaient des vies courtes et violentes, ce qui explique en partie pourquoi leur corps devait être si trapu et robuste. Des études révèlent que 79 à 94% des spécimens néandertaliens présentent des traces de traumatisme majeur guéri. Un bon exemple de cela est celui d'un spécimen connu sous le nom de Shanidar Un, découvert dans une grotte au nord de l'Irak. Cet individu présente des signes d'une amputation du bras droit, d'une infection de l'os à l'endroit de l'amputation, de problèmes de vision et d'une possible perte d'audition. Peut-être que le néandertalien en question a subi ces blessures à la suite d'une attaque d'animal ou d'un combat entre espèces. Il est donc estimé, en analysant les âges des individus connus par la science, que plus de 80% des néandertaliens sont morts avant d'atteindre 40 ans. La vie sur la steppe à mammouth était dangereuse et brève. On pense que la majorité des blessures connues chez les néandertaliens ont été causées par des attaques d'animaux sauvages. À mesure que le climat se refroidissait, les animaux de la steppe devenaient en plus grands et plus dangereux, et beaucoup d'entre eux cherchaient un refuge contre les éléments dans les grottes. Les Néandertaliens voulaient en ces grottes pour eux-mêmes, et se retrouvaient souvent à se battre pour l'espace avec les mammifères carnivores dangereux qui y avaient un élu domicile, ce qui signifiait que de telles attaques étaient fréquentes et mettaient leur vie en danger. La chasse aurait également provoqué de graves blessures, tout comme les conflits entre groupes.
On sait que certains néandertaliens ont subi de graves blessures causées par des lames à la tête et au torse, ce qui indique que, même s'ils pouvaient entretenir des relations amicales avec nos ancêtres, les tensions entre groupes rivaux pouvaient être très fortes au sein de leur propre espèce. Examiner ce que chassaient exactement les Néandertaliens peut également nous donner un aperçu des raisons pour lesquelles certaines de ces blessures étaient si courantes. Ils ont été l'une des premières espèces humaines à chasser du gros gibier difficile. On sait qu'ils chassaient principalement des ongulés de taille moyenne, comme le cerf élaphe, le bouquetin et le renne, mais la steppe regorgeait d'opportunités, et des créatures plus grandes étaient souvent chassées de mniastes de manière systématique. Cela inclut les rhinocéros laineux, les aurores, les éléphants à défense droite et les emblématiques mammouths laineux. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, ces chasses n'étaient pas les plus faciles, surtout quand tout ce que vous aviez pour vous défendre était une lance. Cependant, tous les Néandertaliens ne chassaient-eux pas des proies aussi difficiles, et en parcourant le monde, on voit différentes cuisines émerger. Alors que les populations du Nord chassaient la mégafaune, les groupes côtiers de Gibraltar semblent avoir consommé des proies plus petites, comme des oiseaux de gibier. Des cailles et des râles des genêts, ainsi que plusieurs espèces d'alouettes, étaient inconsommées dans ces sociétés. Mais en raison de leur proximité avec la côte, les fruits de mer étaient une spécialité. Tout des coquillages au thon en passant par les dauphins et les phoques étaient tués, découpés et consommés par les Néandertaliens vivant dans ces groupes côtiers ibériques. Mais certaines populations sont allées encore plus loin dans leur alimentation. On connaît certaines communautés végétariennes dans l'intérieur de l'Espagne où les Néandertaliens qui y vivaient avaient rarement besoin de chasser. Leurs nutriments provenaient de feux de champignons sauvages, de diverses mousses et de pignons de pin locaux. La plupart des communautés néandertaliennes étaient réputées pour être d'excellents cuisiniers, capables d'adapter et de préparer différents types d'aliments de multiples façons. La nourriture était rôtie, bouillie et consommée crue, et certaines communautés sont connues pour avoir préparé des repas complexes et des bouillons à partir des ingrédients locaux. De nombreuses sociétés étaient des chasseurs-cueilleurs traditionnels, comptant sur de nombreuses sources de nourriture pour satisfaire leur faim. Les chasseurs de mégafaune du Nord n'étaient pas des carnivores stricts et complétaient leur alimentation avec des légumes. Ces sociétés de chasseurs-cueilleurs comptaient entre une dizaine d'individus et jusqu'à une trentaine dans les plus grands établissements, et il est connu que les hommes comme les femmes partageaient le travail. Les deux sexes participaient à toutes sortes de tâches, de la chasse à la cuisine en passant par l'artisanat et l'exploration. Les Néandertaliens sont également connus pour leurs outils complexes et leur technologie assez primitive. Ils sont associés à l'industrie lithique moustérienne, qui a vu apparaître de nombreux nouveaux objets, structures, créations et armes. Les Néandertaliens sont connus pour avoir utilisé des javelots, des lances et des couteaux comme armes et outils pour chasser et fabriquer, mais cela ne s'arrête pas là. Certaines communautés ont peut-être utilisé des fléchettes pour maîtriser leur proie, des grattoirs spécialisés étaient utilisés pour dépecer les animaux et des aiguilles servaient à confectionner les premiers vêtements. Ces vêtements n'étaient probablement pas très complexes et étaient sans doute mal ajustés, mais ils remplissaient leur rôle en gardant les individus au chaud lors des périodes de froid. Ces vêtements simples étaient fabriqués à partir de peaux et de fourrures d'animaux, et ils auraient ressemblé à des couvertures ou des ponchos, utilisés et portés par les humains modernes. On sait que certains groupes de Néandertaliens ont su exploiter la puissance du goudron d'écorce de bouleau, une substance collante trouvée dans les bouleaux qui a aidé ces premiers hommes et femmes à fabriquer leurs armes et outils.
Certaines communautés de la mer Ionienne sont même connues pour avoir développé des outils de navigation de base, des radeaux et des pagaies qui pouvaient transporter des individus sur des étendues d'eau pendant une courte période. Les Néandertaliens ont aussi repoussé les limites des capacités médicinales. Certains sites montrent une utilisation intensive de la pose d'attelle sur les os pour soigner les blessures et une large gamme de plantes médicinales était reconnue, récoltée et consommée pour soulager la douleur ou aider à la désinfection. Les Néandertaliens sont également connus pour être des utilisateurs assidus et habiles du feu. Ils étaient experts dans l'allumage du feu à leur avantage, que ce soit pour cuire la nourriture, faciliter la chasse ou maintenir les communautés au chaud dans les climats rudes de l'ère glaciaire du Pléistocène. Le feu était soit transporté, soit allumé afin d'aider les groupes familiaux, et il se peut qu'il ait été un élément clé de leur arsenal, qui leur permettait d'abattre des créatures aussi grandes et puissantes que les mammouths laineux des vastes steppes à mammouths. À partir de ces feux, les Néandertaliens construisaient des foyers en pierre dans les grottes qui brûlaient tout l'hiver pour garder les sociétés au chaud. La présence de tels foyers indique aussi qu'ils avaient une certaine connaissance de la circulation de l'air, construisant les foyers à des endroits précis avec une ventilation, afin que les membres du groupe ne s'étouffent pas avec les fumées dégagées par le feu de foyer dans les grottes. Il y aurait eu des essais et des erreurs dans toute cette technologie, et certaines capacités auraient mis plus de temps à être maîtrisées par les Néandertaliens que d'autres. On pense que certains Néandertaliens, dans ce qui est aujourd'hui la France, avaient accès à des connaissances de base sur la ficelle et la corde, ce qui aurait permis la fabrication d'une large gamme d'outils et d'objets, rendant la vie beaucoup plus facile pour ces premiers hommes et femmes. Avec de la ficelle, ils auraient pu fabriquer des filets pour attraper des poissons et d'autres animaux, des lins dans leurs grottes, des chaussures pour protéger et réchauffer leurs extrémités, ainsi que des murs et des sols simples pour créer des huttes ou des tentes. Des dispositifs d'assemblage, comme des paniers tressés, auraient pu être fabriqués avec de la ficelle, tout comme des cordes pour attacher et sécuriser des pièges. Les exemples sont nombreux, mais si les Néandertaliens utilisèrent la ficelle de cette manière, il pourrait exister un monde perdu de technologies primitives qui attend d'être découvert. Les Néandertaliens avaient également une culture spécifique qui les distinguait de celle d'Homo sapiens. Il est vague et inconnu si les Néandertaliens suivaient un certain ensemble de croyances ou une religion, mais ils enterraient leurs morts, ce qui pourrait indiquer une croyance en une forme de vie après la mort ou des rituels de base autour du passage vers l'au-delà. Les tombes néandertaliennes sont connues dans leur territoire. Certains individus auraient même pu porter des bijoux simples et primitifs faits de pierre, d'os et de plumes pour indiquer leur statut ou se décorer. Cela a peut-être joué un rôle dans la formation d'une culture précoce, voire d'une religion, si de tels bijoux étaient portés lors d'occasions particulières. Certains groupes de Néandertaliens ont créé de l'art et de la musique. On connaît des gravures rupestres provenant de sites à Gibraltar, où les Néandertaliens ont créé des motifs ou des images en gravant leurs grattoirs ou leurs couteaux dans les roches des grottes. Des flûtes en os ont été découvertes sur certains sites archéologiques néandertaliens, fabriquées à partir des victimes de leurs chasses réussies. Ces flûtes pointées pouvaient enfin avoir été utilisées pour communiquer lors des chasses, imiter les sons des animaux, effrayer certaines créatures, ou tout simplement parce que les Néandertaliens appréciaient les sons desquels les produisaient. À un niveau extrême, on pense que certaines communautés néandertaliennes auraient formé ce qui semble être des premiers cultes ou religions autour de certains aspects de la faune.
Sur certains sites funéraires, des restes d'animaux ont été disposés de manière décorative, ce qui pourrait indiquer que les Néandertaliens de ces sites entretenaient une certaine forme de lien entre les créatures concernées et l'individu décédé. L'aigle royal, une espèce emblématique et célèbre de rapaces, a été inclus dans de tels rituels. La nature majestueuse et la puissance que dégage cette créature, combinée à la régularité de l'utilisation de cette espèce de cette manière, peuvent indiquer qu'il s'agissait d'un choix religieux. À ce jour, on ne sait pas si les Néandertaliens étaient capables de communiquer dans une langue pleinement développée, mais nous savons qu'ils étaient très habiles vocalement. On sait que les individus produisaient une grande variété de cris, de hurlements, de rugissements, de hurlements aigus, de marmonnements et de bavardages, ce qui indique que, même s'ils n'étaient peut-être pas capables de parler comme vous ou moi, ils étaient certainement plus avancés vocalement que les hominidés et autres singes qui les ont précédés. Une langue vocale basique composée de proto-mots et de phrases a peut-être été utilisée pour communiquer, mais les Néandertaliens devaient être des êtres extrêmement expressifs et utilisaient divers sons et expressions pour montrer leurs émotions. La steppe à mammouth était un environnement rude, et à mesure que les Néandertaliens évoluaient, le reste de la faune de la région évoluait également. Cette période et ce lieu en paléontologie est synonyme de mégafaune, de mammifères massifs et d'autres créatures qui ont évolué pour s'adapter au changement climatique. L'Amérique, par exemple, est connue pour ses mastodontes, ses grands félins, ses oiseaux terrifiants et ses paresseux terrestres. L'Australie avait ses marsupiaux géants et l'Afrique est encore aujourd'hui connue pour sa mégafaune. Les éléphants, les girafes, les rhinocéros et les hippopotames en font tous partie. La steppe à mammouth d'Eurasie avait néanmoins la mégafaune la plus emblématique. Marchant aux côtés de nos cousins néandertaliens, ainsi que des premiers Homo sapiens, il y aurait eu, comme le suggère le nom de la steppe à mammouth, des mammouths. D'énormes espèces d'éléphants, avec une toison laineuse et de longues défenses recourbées, migrant en grand nombre à travers les steppes eurasiennes, généralement menées par une femelle matriarche. Bien adaptés pour affronter le froid et consommer les herbes dures de la steppe, les mammouths ont prospéré pendant des centaines de milliers d'années, et la dernière population survivante a persisté sur l'île Wrangel, dans le nord-est de la Russie, jusqu'à environ 10 000 ans. Ces gigantesques proboscidiens auraient représenté une chasse difficile mais gratifiante pour les premiers groupes de Néandertaliens sur la steppe. Aux côtés des mammouths vivaient dans de nombreuses autres espèces de mammifères mégaphoniques. Le rhinocéros laineux était très présent, une espèce de grand rhinocéros massif doté d'une épaisse toison et d'une grande corne. En Sibérie, Elasmotherium aurait survécu au climat froid. Cette créature, ressemblant à un rhinocéros, était autrefois considérée comme possédant une seule corne colossale, d'où son surnom de licorne de Sibérie, mais des études récentes montrent qu'elle avait une corne plus plate et plus trapue, semblable à celle d'un rhinocéros indien moderne. Le puissant éléphant à défense droite aurait vécu en groupe dispersé sur la grande steppe des mammouths, représentant une autre chasse difficile pour nos Néandertaliens. L'aurochs, une espèce de grand bétail aujourd'hui disparue qui n'a disparu qu'en 1627, aurait également prospéré en très grand nombre. Peut-être que l'animal le plus spectaculaire de la steppe des mammouths était le mégalocéros, la plus grande espèce de cerf ayant jamais existé.
Mesurant environ 3 mètres de haut, avec une envergure de bois de près de 4 mètres, ce cervidé gigantesque aurait parcouru la steppe en petits groupes, se rassemblant peut-être pendant la saison du rut. C'est une espèce qui aurait également été chassée comme source de nourriture par les premiers humains. La steppe à mammouth n'était cependant pas sans danger, et les humains figuraient toujours au menu de certains des carnivores de la région. Le lion des cavernes eurasiens était peut-être la plus grande menace pour les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens, qui auraient violemment riposté contre les Néandertaliens empiétant sur son territoire dans les grottes. Les hyènes des cavernes peuplaient également la steppe, une espèce plus grande et plus robuste que la hyène tachetée d'Afrique. Les ours des cavernes aussi, bien qu'ils soient principalement herbivores, auraient agressivement repoussé les humains envahisseurs s'ils s'approchaient trop près des grottes chaudes dans lesquelles ils vivaient. Plusieurs espèces de prédateurs modernes vivaient aussi sur la steppe. Les loups, les gloutons, les lynx et les ours bruns pouvaient également représenter une menace pour les Néandertaliens et leurs cousins humains modernes. Mais la mégafaune et le danger n'étaient pas les seuls défis pour les Néandertaliens. En traversant la steppe, ils auraient rencontré d'immenses troupeaux de chevaux sauvages, de rennes, de bisons, d'antilopes saïga, de mouflons des neiges et de bœufs musqués. Les petits marsidis mammifères, comme les écureuils, les marmottes, gnains et les pikas, formèrent des colonies dans les arbres, sur les rochers et sous terre. De nombreuses espèces d'oiseaux auraient survolé la région. Vautours et aigles planaient haut dans le ciel. Les corbeaux et d'autres passereaux peuplaient les arbres, tandis que les outardes, les lagopèdes et les oiseaux aquatiques parcouraient dans la terre. C'était un paysage vaste et diversifié, plein de merveilles, qu'il était dangereux pour nos ancêtres et leurs cousins néandertaliens. L'acide désoxyribonucléique néandertalien existe peut-être encore en nous aujourd'hui, mais au final, le néandertalien, lui, n'existe plus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui aurait pu causer la disparition à jamais d'une créature théoriquement aussi bien adaptée de la surface de la Terre ? Il existe en fait de nombreuses théories, dont chacune pourrait être vraie ou peut-être une combinaison de plusieurs facteurs. Au fur et à mesure que le Pléistocène avançait, la taille des populations de Néandertaliens devenait plus clairsemée et le nombre total de Néandertaliens commençait à diminuer. Finalement, il n'en restait plus que très peu, et peu de temps après, il n'y en avait plus du tout. Cela pourrait résulter de croisements avec des humains. Une théorie suggère que leur population s'est progressivement assimilée à la nôtre vers la fin du Pléistocène. L'Homo sapiens, présent chez ces hommes et ces femmes, a survécu à l'Homo neanderthalensis en raison d'une population plus nombreuse, et les Néandertaliens ont finalement disparu, selon cette théorie. Le changement climatique est une autre cause possible. À mesure que la steppe à mammouth commençait à reculer, le climat se réchauffait et la mégafaune commençait à disparaître de la surface de la Terre. L'environnement des Néandertaliens et la nourriture se fit rare. Dans un monde plus adapté aux Homo sapiens plus avancés, les Néandertaliens n'ont peut-être pas pu rivaliser et ont disparu en conséquence. Enfin, on pense que la maladie aurait été la réponse. Peut-être qu'une épidémie a balayé la population néandertalienne, une maladie à laquelle les Homo sapiens ont survécu ou étaient immunisés. Alors que la maladie balayait la steppe, les Néandertaliens auraient pu disparaître en grand nombre, mettant rapidement fin à l'espèce.
Quelle qu'en soit la raison, les Néandertaliens ont disparu de la surface de notre monde il y a environ 40 000 ans, et les Homo sapiens ont commencé à devenir l'espèce la plus dominante en Eurasie, finissant par se répandre sur l'ensemble du globe. Bien que les Néandertaliens aient disparu depuis longtemps, nous ne sommes en réalité qu'au début de notre voyage dans la connaissance que nous avons d'eux. Nous savons relativement peu de choses sur la façon dont ils vivaient, comment ils communiquaient, ce qu'ils pouvaient penser ou comment ils pouvaient interagir avec d'autres espèces, voire entre eux, Ils restent l'une des espèces les plus fascinantes à avoir jamais figuré dans les archives fossiles, une autre espèce humaine avec laquelle nos ancêtres ont vécu et interagi, disparue de la surface de la Terre pour des raisons qui restent encore floues. Même s'il est dommage que nous ne puissions jamais rencontrer un néandertalien, il est agréable de penser à la façon dont notre perception de cette espèce a grandi et évolué au fil des années. De nombreuses représentations modernes des néandertaliens montrent la vie et l'âme à l'intérieur de ces individus, les présentant davantage comme des humains que comme des singes de brutaux. Les artistes archéologiques modernes ou paléoartistes ont réussi cela mieux que quiconque, et nous vous encourageons à rechercher par vous-même des représentations modernes des Néandertaliens pour avoir une idée de ce à quoi ils ressemblaient réellement. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Peut-être que cela vous a rapproché un peu de nos anciens cousins.